Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 11 juin. Voici les titres de ce journal. La galère se poursuit dans les gares. La grève à la SNCF est reconduite. Les cheminots veulent en effet faire pression avant les débats sur la réforme ferroviaire qui sera discutée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Les voyageurs vont donc devoir s'adapter comme ils l'ont fait ce mercredi. Quels sont les métiers pénibles? Le sujet reste complexe, mais désormais, 10 critères existent pour répertorier les secteurs concernés. Il s'agit là du compte pénibilité annoncé dans le cadre de la réforme des retraites. J-1 avant la Coupe du Monde, évidemment, du côté des jeunes footballeurs, l'événement devrait être largement suivi. Ces adolescents qui n'ont pas connu la victoire des Bleus en 98 rêvent déjà de la vivre cette année. La grève va donc se poursuivre à la SNCF au moins pour 24 heures. La décision a été prise aujourd'hui lors des assemblées générales de cheminots. Ce mercredi, déjà, peu de trains ont circulé. Et pourtant, d'après la SNCF, le taux de participation ne dépassait pas les 28%. La CGT, quant à elle, affirme qu'un cheminot sur deux a suivi le mouvement. Quoi qu'il en soit, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, seules 2 liaisons ont été assurées dans la journée. Une le matin et l'autre vers 16h. Vous le voyez sur ces images, la gare était donc assez déserte ce mercredi. En revanche, à La Roche-sur-Yon, l'activité était un peu plus dense. Mais entre les trains annulés, les départs assurés et les quarts de remplacement, les voyageurs ont dû s'adapter, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. J'ai pas eu le train d'habitude. Il n'y a que 2 trains. Il n'y a pas de train direct. Ambiance un peu tendue ce matin dans les gares vendéennes, même si l'on est encore loin des quais de RER bondés en région parisienne. Ici, les usagers s'agacent et s'en prennent même parfois au personnel gréviste. Où est l'information? Ouais, mais vous expliquez quoi? Ça m'agace parce que c'est souvent. Et en fait, on se demande pourquoi. Obligé de se lever à 5 heures pour prendre un car pour arriver à Roche, alors qu'on avait un TGV à 11h23, c'est tout, ça s'arrête là. Semble-t-il que le message est peut-être mal passé chez certains usagers qui ne s'attendaient pas ce matin à voir leur train supprimé. Ce seront donc beaucoup de simples retards, avec parfois des conséquences bien plus embarrassantes. On vient juste de devoir conduire jusqu'ici des Sables d'Olonne parce que le train là, et là on a un train en retard et on rate le train pour Londres. Donc c'est pas drôle. Ce matin, de nombreux retards à justifier aux employeurs ou encore ce soir à la famille. Pour beaucoup, la journée risque d'être longue. Mon stage commence à 8h, mon train devait être là à 7h36 et il n'y est pas. Et du coup, voilà. Comment vous allez justifier ça? Ouais, je sais pas du tout. Pour le moment, ça va, non. Pour le moment, ça va. Par contre, pour ce soir, ça sera très problématique. Une journée noire sur l'ensemble du territoire qui ne devrait pas s'éclaircir demain. La grève est reconduite au moins pour 24 heures. Alors vous venez de l'entendre, la grève est donc reconduite au moins pour 24 heures jusqu'à jeudi soir donc. Et la situation sera la même que ce mercredi. Si vous devez vous déplacer, prenez donc vos dispositions puisque toutes les gares de Vendée sont concernées par le mouvement. Vous découvrez d'ailleurs la carte du département. Et face à la situation, beaucoup vont utiliser leur véhicule et même le covoiturage. La circulation risque donc d'être plus dense sur les routes cette fois. Voilà donc pour les prévisions. Dans le reste de l'actualité, cette question à présent. Occupez-vous un poste pénible? Eh bien, sachez qu'il est désormais possible de le savoir relativement objectivement, puisque 10 critères ont été présentés hier pour définir la pénibilité au travail. On en sait donc désormais un peu plus sur le fameux compte pénibilité qui devrait entrer en vigueur courant 2015. Il concernerait alors un travailleur sur 5. Le point avec Caroline Tronche. Porter, pousser, manipuler des charges lourdes, tout comme travailler accroupi ou les bras au-dessus des épaules, sont désormais officiellement et concrètement dédommagés. 10 critères entrent en compte pour remplir son compte pénibilité, avec à chaque fois le seuil horaire au-dessus duquel les points sont crédités. Des contraintes physiques, plus de 900 heures par an accroupi par exemple, ou du marteau-piqueur, plus de 450 heures. Mais également un environnement difficile qui ne concerne donc pas directement la tâche elle-même, mais le contexte dans lequel elle est effectuée. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, à chaque fois qu'à votre poste, vous dépassez le seuil de pénibilité fixé dans le rapport, vous gagnez des points.
Exemple, vous travaillez plus de 900 heures par an par 5 degrés ou moins. Eh bien, votre compte pénibilité est crédité de 4 points. Vous dépassez plusieurs seuils, eh bien, vous recevez alors 8 points maximum chaque année. Au bout de 100 points, votre compte est alors plein. Les 20 premiers crédits devront obligatoirement être convertis en heures de formation, mais avec les 80 qui restent, vous pouvez très bien décider de partir plus tôt à la retraite. 10 points égale 1 trimestre, donc 80 égale 8 trimestres, et 8 trimestres, c'est 2 ans de retraite qui peuvent se substituer au travail. Un travailleur du privé sur 5 serait concerné par ces critères et pourrait donc avoir son compte pénibilité. Les premiers crédits devraient être versés à partir du 1er janvier 2015. Alors, vous venez de l'entendre, hein, il s'agit bien d'un travailleur sur 5 dans le privé, dans le secteur public. Ces mesures existent déjà, notamment pour les gendarmes, les policiers ou encore les infirmières. La Vendée poursuit son avancée vers les énergies nouvelles. La preuve, cette semaine, 2 bornes de recharge pour voitures électriques ont été implantées au Sables-d'Olonne et à Olonne-sur-Mer. D'ici à la fin de l'année, 9 bornes au total seront installées sur le pays des Olonnes et le nombre doublera dans les années à venir. L'objectif étant évidemment d'inciter la population à s'engager dans cette voie. Je pense en effet que l'avenir c'est l'électrique puisque ça va nous permettre de devenir vraiment indépendants au niveau énergétique, mais aussi ça permet de lutter contre la pollution. On parlait du bruit, on est environné par le bruit des voitures, mais il y a aussi l'odeur, les pots d'échappement, ne serait-ce que l'odeur au moment où on se sert d'essence. Tout ça va disparaître. C'est l'heure du recrutement pour les internationaux de tennis. L'événement se déroulera du 1er au 9 novembre au Vent d'Espace. D'ici là, l'organisation recherche des bénévoles et des ramasseurs de balles. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature sur le site internet des internationaux de Vendée. Et pour les ramasseurs de balles, notez que les participants devront avoir entre 9 et 16 ans et devront évidemment être disponibles 2 jours en octobre pour la formation et surtout présents lors des internationaux en novembre. Direction la pelouse à présent. Vous le savez, demain débutera la Coupe du Monde au Brésil. Vous serez évidemment nombreux à suivre l'événement, notamment du côté des jeunes footballeurs des clubs vendéens. Exemple à Luçon avec Karl Laboureux. Ils ont entre 12 et 17 ans. Les plus âgés sont nés en 98, année hautement symbolique pour tous les amoureux du ballon rond. Ils n'ont donc pas connu l'équipe de Didier Deschamps capitaine, mais ces jeunes footballeurs sont en revanche intarissables sur les bleus de Didier Deschamps sélectionneur. On a Hugo Lloris dans les buts. Après à droite il y a Debuchy. Dans l'axe il y a Varane avec Sako. À gauche il y a Evra. Cabaye, Matuidi, Pogba. Griezmann. Varane, Pogba. Mamadou Sakho. Et devant il y a soit Giroud soit Benzema, on ne sait pas encore. Évidemment, ces supporters de l'équipe de France seront derrière tous ces joueurs durant la compétition. Évidemment, tous souhaitent que les Bleus remportent une 2e Coupe du Monde. Mais si certains sont confiants, les avis sont très partagés. On peut viser le dernier carré, déjà sortir des poules. Avec le groupe qu'on a, ça paraît accessible. S'ils ont leurs bons éléments et qu'ils jouent à fond, oui. Enfin, j'espère qu'ils iront au moins en quart de finale. Ils vont s'arrêter en quart de finale. Ouais, je pense aussi, parce que ça va être dur d'aller plus loin pour eux. Peut-être en demi si on est vachement bon, mais après... Bon, à voir, on verra bien. Demi-finale ou quart? Quart de finale. Peut-être la finale, oui. Contre le Brésil, ça serait pas mal. Et victoire, évidemment. Oui, victoire au bout 3. Premier élément de réponse, dimanche, les Bleus affronteront le Honduras pour leur premier match de cette Coupe du Monde. Ces supporters seront évidemment derrière leur écran, quitte pour certains à faire une petite pause dans leur révision pour le bac. En effet, dimanche, certains seront à quelques heures du bac. Pour beaucoup, les épreuves débuteront dès 8h. Nous y serons évidemment. Mais avant ça, l'actualité sportive de ce mercredi, c'est aussi le dématage de Yann Eliès dans la solitaire du Figaro. Celui qui a été gravement blessé au fémur lors du Vendée Globe 98 abandonne la première étape, mais pas la course. Il tente de trouver un nouveau mât. Et puis, précisons également que la solitaire du Figaro fera étape au Sables-d'Olonne du 24 au 29 juin. Le public pourra alors se rendre sur les pontons pour admirer les bateaux. Et puis un mot sur l'équipe de rink hockey, la Vendéenne. Éric Marquis est le nouvel entraîneur. Éric Marquis n'est pas étranger au club lyonnais, puisque dans les années 80, il faisait partie de l'équipe. Aujourd'hui, il revient après avoir été sélectionneur de l'équipe de France.
Ces quelques images à présent de ces 4 copains vendéens qui viennent de se lancer un défi. Ils ont créé le premier tour de Vendée par les pistes cyclables. Il faut dire que le département est muni de nombreux parcours, plus de 1000 km au total. Alors les 4 copains en parcourront un peu moins, mais quoi qu'il en soit, ils sont donc partis samedi d'Esnay pour rejoindre Cugan, la Tranche-sur-Mer, et ce mercredi, ils faisaient une halte près du Gois de Noirmoutier où les a retrouvés Pierre Dalicieux. C'est juste un truc de copain, c'est un simple défi physique, on va dire. On va arriver à 750 km, oui, mis bout à bout. C'est pas la distance en elle-même, c'est le temps passé sur les vélos, parce que ce sont des VTT, donc on met 7h30 par jour, 7h30 à 8h par jour sur la selle, quoi. C'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable, non. Pour ça, quand on descend le soir, ça fait du bien, et le lendemain matin, quand on se rassoit dessus, on a tout compris. Et le simple défi, comme ils disent, s'est terminé ce mercredi à la chapelle Paluot. On va s'intéresser à présent à une Vendéenne qui a décidé de se lancer dans un secteur peu répandu dans le département, le secteur de la savonnerie, qui fait en effet penser plus au sud, au savon de Marseille. Mais Sidonie Champagne est bien vendéenne et après avoir quitté son emploi, elle a ouvert sa fabrique dans les terres à Benay. Cyril Guillet l'a retrouvée au cœur de son atelier. Donc là, c'est la cure du savon. Le savon va sécher pendant 6 semaines après qu'il soit fabriqué. Donc il reste 2 jours en moule et après il sèche ici pendant 6 semaines tranquillement à 18-20 degrés. C'est chez elle que Sidonie Champagne a aménagé sa savonnerie artisanale. Il y a 1 an et demi qu'elle a tourné la page pour se lancer dans cette fabrication et dans un souci de qualité, elle a choisi la méthode traditionnelle à froid. L'intérêt, c'est que dans la méthode traditionnelle à froid, on garde toute la glycérine dans le savon. Donc la glycérine, c'est ce qui va se former lors de la saponification et elle va rester. Que dans la méthode industrielle, donc on va chauffer des huiles à plus de 200 degrés et on va extraire cette glycérine pour qu'elle soit revendue en crème hydratante. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des savons qui assèchent la peau. Très exigeante sur la qualité des produits qui composent ces savons, elle privilégie les producteurs locaux et est depuis peu passée au 100% bio. Je travaille qu'avec des huiles essentielles en bio uniquement. Donc toutes mes matières premières sont bio, que ce soit le copra, le karité, ce qui me permet de pouvoir adhérer à la mention Nature et Progrès. Donc qui est une mention qui est très stricte puisque 100% des ingrédients doivent être issus de l'agriculture biologique. La fabrication du savon est un savant mélange entre cuisine et chimie. Rigueur et précision sont nécessaires. Tout est mesuré ou pesé au gramme près. Mais pour cette savonnière, c'est avant tout une histoire de passion. Voilà, donc après on met en moule. C'est ça que j'aime, oui, c'est toutes ces couleurs, ces odeurs, parce que là, bon, vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent très très bon. Et on peut jouer avec des couleurs tout à fait naturelles. Celui-ci, là, on est sur un savon orange cannelle. Donc il a été coloré avec un jus de carotte pour obtenir ce orange. Savon au miel, à l'angélique, à la spiruline ou au lait de chèvre, la gamme est en perpétuelle évolution et a trouvé sa place dans plus d'une vingtaine de magasins bio en Vendée. À l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, la rédaction de TV Vendée vous propose de poursuivre les portraits de ces Vendéens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, rencontre avec Pierre Mauger. À l'époque, cet ancien résistant a connu le pire. Alors pour nous, celui qui est devenu maire des Sables-d'Olonne en 65 revient sur ce qu'il a vu et subi. Reportage de Grégoire de Châtillon. En 1940, alors âgé de 17 ans, c'est une nouvelle vie qui commence pour le jeune Vendéen. J'ai décidé, à la suite de l'allocution du maréchal Pétain qui disait qu'il fallait cesser les combats et qui m'a traumatisé, cette déclaration m'a traumatisé et j'étais bouleversé et j'ai décidé à ce moment-là de partir et de continuer la lutte. Il entre alors dans le réseau de renseignement de la France libre sous les ordres du colonel Rémy. J'étais vraiment la liaison entre lui et l'ensemble du réseau. Son terrain d'action, la côte atlantique, de Brest à Hendaye. La mission est risquée et très dangereuse. Puis un jour, il tombe dans une souricière. L'agent en question avait trahi, était passé de l'autre côté et paf, je suis coincé. Et là, ce jour-là, paf, je disparais dans la trappe, on n'entend plus parler de moi. Et là commencent les interrogatoires menés par la Gestapo. On me balançait dans ma cellule et puis le temps que je refasse surface 2-3 jours après, on me reprenait et ça recommençait. Ça durait à peu près une quinzaine de jours.
J'ai dû subir à peu près 4 ou 5 interrogatoires. Puis au bout de 15 jours, ils m'ont laissé tomber. Ils m'ont laissé tomber, seulement ils m'ont enchaîné. Alors je suis resté 2 mois les menottes dans le dos, je vous avoue franchement que ça, c'est pas facile. Hein. Pierre Mauger ne parlera pas, ne livrera rien. J'attendais la mort en toute tranquillité. Et en réalité, ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Je n'ai pas été fusillé, je n'ai pas eu de procès, j'ai été transféré à Mauthausen. Mauthausen, un camp d'extermination, 26 mois de cauchemar pour notre jeune Vendéen. On tuait les gars du matin au soir, on les tuait à coups de pelle, à coups de pioche, à coups de baramine, etc. À Mauthausen, il n'y avait pas de chambre à gaz. Il y en avait une, mais on ne s'en servait pas, c'était trop lent, c'était trop compliqué. Quoi, voilà. Tandis qu'à l'abattage à la main, ça y allait. Voilà. Et là, je suis resté quand même pendant 26 mois. 26 mois extrêmement difficiles et durs, avec des hauts et des bas. Et quand je suis sorti, je suis rentré en France le 19 mai 1945. J'étais épuisé, j'en pouvais plus. Je crois que ça aurait duré un mois de plus, c'était terminé. À sa sortie du camp, il ne pèse plus que 32 kilos. Et là, il faut se réadapter. Ça m'a pris 5 ans. Son histoire n'est pas un film. Voilà un homme qui s'est battu jusqu'au bout pour sauver sa patrie. Plus légèrement, on va terminer avec une bonne nouvelle. C'est devenu une habitude depuis le début de la semaine, mais on ne s'en lasse pas. Vous l'avez compris, on finit avec les prévisions pour ce jeudi 12 juin. Et c'est à nouveau le soleil qui est annoncé dans le ciel vendéen, avec des températures au-dessus des normales de saison. L'été n'est donc pas loin, et c'est ce que vous confirmera Armelle Pavageau dans quelques minutes dans la météo complète. Et quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. À demain.